Merci de rester fidèles à leur thème. Il est 13h à Sienso, dans la région de Sank, et même heure à Karangasso, dans la région de Koutiala. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de l'actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. C'est parti pour le concours d'entrée à la fonction publique. Ils sont 57 900 candidats à commencer ce 5 avril 2025. Répartis entre les centres du cycle de Bamako et ceux des 6 autres régions. Les épreuves techniques et culture générale du traité ouvrent la porte à chacun d'être parmi les 773 futurs fonctionnaires à recruter. Nous aurons les échos de Bamako et Tombouctou dans cette édition. Dans cette édition, notre dossier culture parle de Thérèse Kassogué. La cité des rails a ces tresses qui permettaient de faire la différence entre la femme, la jeune fille et la veuve, entre autres. Comment faire revivre cette culture ancestrale qui n'appartient qu'au seul peuple du Hasso. Kassoudou Kanouté nous en dira plus. L'histoire de l'ancien question fin régionale. La Fabre Douté nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Le Mali s'est qualifié hier en battant la Centrafrique par 2-0. Le cyclisme, il en sera question avec le grand cycliste, le Grand Prix cycliste au terme prévu donc ce dimanche, et également du basketball avec la Basket African League. Le samedi jour à 15h. Voilà pour le titre. Bonjour et bienvenue à cette édition. Je le disais dans les titres, concours de recrutement dans la fonction publique de l'État existe 2024. Et les 57 900 candidats ont commencé ce 5 avril. Répartis dans les centres du cycle de Bamako et ceux des 6 régions, les épreuves techniques donc culture générale du traité ouvrent la porte à chacun d'être parmi les 773 futurs fonctionnaires à recruter. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, accompagné de son collègue de l'agriculture, invite surveillants et candidats à la transparence et à l'effort personnel. Compte rendu, Fadé Makita. C'est au centre du lycée Askia Mohamed où composent les techniciens et ingénieurs d'agriculture que le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social ouvre l'enveloppe de l'épreuve technique. Agriculture, agronomie et production végétale restent la spécialité des candidats repartis par salle. Bien qu'ils trouvent la première épreuve abordable, le ministre de tutelle les invite à plus de sérénité durant les 3 heures, temps imparti pour traiter l'unique sujet technique. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Il s'agit effectivement de doter l'administration des ressources humaines de qualité. Et c'est sûr, c'est cette recherche de qualité qui nous a mené effectivement à engager un certain nombre de réformes dans le concours pour que les candidats eux-mêmes aient confiance en eux-mêmes, pour que les parents d'élèves aient confiance en eux-mêmes, les parents des candidats aient confiance en eux-mêmes, pour que effectivement le concours puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Nous venons tout de suite de procéder au lancement de la première épreuve technique dans le corps des ingénieurs d'agriculture et du génie rural. Le message que nous voulons vraiment faire passer aux enfants, c'est qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils soient corrects et assidus donc aux épreuves, mais aussi également que le concours sera un concours transparent. Son collègue de l'agriculture se réjouit du quota alloué au corps des techniciens et ingénieurs d'agriculture. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. L'agriculture occupe une place de choix dans le secteur économique et le développement, la croissance économique du pays. Il faut des cadres de qualité. J'ai vu le déroulement jusqu'à l'ouverture de la première enveloppe. Les conseils qui ont été prodigués par mon collègue, je pense que ça va rassurer les candidats pour travailler et que chacun puisse compter sur soi-même avant de compter sur quoi que ce soit. Lors de sa visite guidée dans les salles des centres des lycées Askia Mohamed et Ba Aminata Diallo, le ministre se rend compte que les épreuves ont démarré à l'heure indiquée et elles se déroulent dans un climat serein. Fabala Dambélé, président du centre du lycée Ba Aminata Diallo. Nous avons à peu près 23 salles. C'est 50 par salle. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. Faute de pièces répondant aux critères d'accès à la salle du concours, quelques candidats n'ont pas pu postuler. Au ministre, certains d'entre eux estiment que pour résorber le chômage des jeunes, les 773 places à pourboire sont très minimes par rapport au nombre de postulants qui est de 57 900.
Dans la cité des 333, ils sont 1145 candidats, tous sexes confondus, à prendre part au concours direct d'entrée à la fonction publique de l'État dans la région de Tombouctou. Un centre unique ici, assise donc au lycée Maman Alassane Haïdara, abrite donc les sessions. Le concours a été lancé par le gouverneur Bakoum Kanté qui a salué la bonne organisation du concours. Reportage Najim Babassi. Pour la région de Tombouctou, 1145 candidats participent au concours direct d'entrée à la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2024. Pour ce premier jour du démarrage, ce sont les candidats de spécialité du monde rural repartis en 2 salles qui examinent les épreuves techniques. Fadimata Agali, candidate. Vu que je suis spécialiste en production maraîchère, donc le sujet est carrément basé sur le maraîchage, donc le sujet est vraiment facile. Alpha Kissid Mohamed, candidat. C'est ma 2e fois de faire le concours de la fonction publique et les épreuves sont à notre souhait. C'est des épreuves très faciles. En prélude à ce concours, les différents acteurs impliqués dans l'organisation ont tenu des rencontres pour la bonne réussite de la session afin d'éviter tout acte frauduleux, une des aspirations des hautes autorités de la transition. Ibrahima Traoré, superviseur national. Vraiment, tout est dans l'ordre. On a la liste où tout le monde est présent. Vraiment, Dieu merci. On pense que, comme le concours même vient de débuter, vraiment, parce que ça va se très bien dérouler durant tous les restes des jours à venir. Contrôleur principal de police Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. L'attente des autorités, déjà, c'est que le concours-là se passe dans de meilleures conditions. Et les autorités ont mis en place tout pour que cela puisse être une réalité, que cela puisse être une réalité sur le terrain. Le chef de l'exécutif régional a exprimé de vive voix ses félicitations pour la bonne organisation et encouragé les candidats. Ce concours qui vient d'être lancé au lycée Maman Alassane Haïdara de Tombouctou se poursuivra avec les autres spécialités jusqu'au 26 avril. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Allo Koulibaly pour l'ORTM. Parlons AIS. La création de la Confédération des États du Sahel était un témoignage du deuxième rêve africain, selon le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Sergei Lavrov s'exprimait hier à l'issue donc de la rencontre avec ses homologues du Sahel. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, plus qu'un partenaire, la Russie, est un allié sincère et constant. Je vous propose de les écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahma Traoré et Siriki Balou. Le temps de revenir donc à cette intervention et retenez que la visite a pris fin donc la visite des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel a pris fin donc à Moscou et avant de quitter la capitale fédérale, ils ont échangé hier donc avec la diaspora confédérale pour partager les conclusions de leur visite. Par la même occasion, l'information, du moins informer, sensibiliser et les ressortissants de l'espace sur les enjeux socio-économiques et géopolitiques du moment. Les interlocuteurs donc des chefs de diplomatie ont apprécié l'initiative et s'engagent à s'impliquer davantage dans le processus d'intégration en cours. Le récit de nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahma Traoré et Sylvie Kibalo. Nous considérons la création de la Confédération en tant que la volonté de 3 pays de la région du Sahel de bâtir la nouvelle architecture de la sécurité régionale et en général mener la politique extérieure indépendante sur la base de leur propre potentiel et les intérêts nationaux. L'Alliance des États du Sahel est un témoignage du deuxième réveil de l'Afrique. Les aspirations des Africains de jouer un rôle actif, indépendant dans les affaires internationales et se débarrasser des restes de la dépendance coloniale. De ma part, j'ai souligné que nous allons soutenir le renforcement des positions du continent et aider dans le monde multipolaire qui est en train d'être formé, ou pour le continent africain et les structures d'intégration en Afrique, il faut assurer une place digne. Nous avons constaté avec satisfaction la volonté mutuelle à renforcer notre partenariat qui se base sur la confiance et le respect mutuel et le profit mutuel. De ma part, j'ai constaté la volonté de la Russie d'aider la Confédération
sur tous les trois volets prioritaires de son activité, la défense et la sécurité, deuxièmement l'économie, troisièmement la diplomatie. Nous aidons aux pays de l'Alliance des États du Sahel dans d'autres domaines. Nous livrons de manière régulière les produits agricoles, les engrais, les vecteurs d'énergie et d'autres produits critiques. C'est plus qu'un partenaire. La Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi notre présence aussi à Moscou, c'est le témoignage du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important d'engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine qui a à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Vous avez plutôt suivi donc les extraits des ministres Sergei Lavrov et Abdoulaye Diop sur le partenariat Russie-AIS. Je propose qu'on suive du moins à présent les échanges avec la diaspora confédérale pour partager les conclusions de la visite à Moscou. Et par la même occasion, je le disais, c'était informer et sensibiliser les ressortissants de l'espace sur les enjeux socio-économiques et géopolitiques du moment. Les autorités donc et des chefs de diplomatie ont apprécié l'initiative et s'engagent à s'impliquer davantage dans le processus d'intégration en cours. Compte rendu, Brahma Traoré, Sirgi Balo. Dans la maison du Mali, c'est une première. Les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à la rencontre des ressortissants de l'espace à Moscou pour une séance d'information et de sensibilisation. Ok, asseyons-nous. Bonjour à tous. Bouquet final d'un séjour qui aura comblé les attentes. Face à la diaspora confédérale, les chefs des diplomaties expliquent les nouveaux partenariats stratégiques désormais scellés avec Moscou, une nouvelle dynamique à laquelle chacun doit apporter son soutien et même plus. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On veut, à travers ce passage ici, aussi montrer que nous avons des politiques étrangères qui sont autonomes, qui ne sont guidées que par les intérêts de nos pays. Et partout où l'intérêt de nos pays va exiger que nous allions, nous irons. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de quelqu'un. La seule voix qui compte doit être celle de nos populations. Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre du Burkinabé des Affaires étrangères. Nous sommes aujourd'hui une confédération et chaque pas que nous posons, normalement, doit rayonner aussi à l'international. Et vous êtes, pour nous, des vecteurs de rayonnement. Et en cela, je voudrais déjà saluer le travail qui est fait par nos ambassadeurs qui sont ici. À 3, ils se retrouvent déjà. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je vous invite à garder ce lien avec les représentants des chefs d'État qui sont ici, à garder ce lien entre vous partout où vous êtes, et à chaque fois que vous avez l'occasion, que vous puissiez exprimer cette identité confédérale. Exprimer l'identité confédérale, mais aussi apporter l'expertise nécessaire pour la mise en valeur des ressources de l'espace et enfin attirer les investisseurs. Bakary Yao Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères. Sachez que le pays compte sur vous, non seulement pour amener votre expertise,
pour amener vos ressources, investir au pays et pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des pays où le tissu économique, industriel est vierge. Et vous ne pouvez attirer les investisseurs qu'à quand vous donnez une bonne image. Si vous n'inspirez pas confiance à quelqu'un, il n'aura pas confiance à votre pays. Donc nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que la sécurité revienne. Et Inch'Allah, on va le faire. L'insécurité sera un mauvais souvenir d'ici très peu. Grâce aux efforts en cours, car sans la sécurité, les investissements deviennent impossibles à réaliser. Mais à l'AES, on se veut surtout réaliste. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quelle que soit l'importance d'un partenaire, je pense que lui, il ne va pas défendre notre intérêt. Chacun dans ce monde-là cherche son intérêt. On peut avoir des principes, des visions qui sont communes, mais chacun va chercher à défendre son intérêt. Et mettez-vous dans la tête que les relations internationales, d'ailleurs l'évolution de la géopolitique actuelle nous montre que les relations internationales ne sont pas bâties sur le droit, mais sur les rapports de force. Sinon, je vais dire même sur la force, et souvent la force brutale. Et vous voyez comment les pays sont en train de se comporter aujourd'hui à travers le monde. Donc tout ce que l'AES aura, ça sera un combat de haute lutte. Personne ne va nous donner cadeau. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions nous faire respecter. Et on sera respecté seulement en fonction de ce que nous ferons pour assurer notre sécurité, pour pouvoir transformer nos matières premières, pour pouvoir être des acteurs économiques qui comptent sur la scène internationale. Des éclaircissements, mais aussi des mises au point qui semblent être compris par la diaspora confédérale. En retour, elle dit être aux côtés des autorités pour la réussite de ce processus d'intégration. Suleiman Diarra, ressortissant du Mali. Je retiens de cette rencontre un message de sensibilisation, un message d'union et un message de cohésion entre les différents États de l'AES. Les ministres nous exhortent à être des représentants de l'AES en Fédération de Russie. Marcel Nikiema, ressortissant du Burkina Faso. Le message qu'on nous a laissé aujourd'hui, c'est la solidarité entre les trois pays, que nous devrons prendre ça comme bagage pour développer ça. Parce que la réussite de l'AES est aussi dépend de la diaspora de l'AES. Halilou Samakabiro, ressortissant du Niger. Nous tenons à remercier vraiment les trois chefs d'État de l'AES pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour notre souveraineté. Cette rencontre, c'est une opportunité pour nous d'échanger avec eux directement. Cette rencontre confédérale s'achève sur un engagement commun, celui d'œuvrer ensemble pour réaliser la souveraineté pleine et entière des États du Sahel. Moscou, Bourama Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. Page Mali Culture 2025. Parlons de Tress Kassongué, très connu et apprécié dans la région de Caille, sont en voie donc de disparition. Il s'agit donc des tresses appelées Diakité Méré, j'arrive, et Djibatokou, pour ne citer que celle-ci. Comment faire revivre donc cette culture ancestrale qui n'appartient qu'au seul peuple du Kasso? Les promoteurs culturels ont consacré donc une soirée dans la cité des Rails à ces tresses qui permettaient de faire la différence entre la femme, la jeune fille et la veuve, entre autres. Kansoudou Kanouté donc nous présente cette soirée et il nous parle bien sûr de ce Diakité Méré et de Djibatokou. À Kaikasso, les femmes et les jeunes filles portent des tresses originales à travers lesquelles chaque ethnie se retrouve et se reconnaît. Elhadj Dama Issa Sakou, promoteur culturel de l'espace Toumbimfara à Kaï. Pour les tresses, il y en avait 7. La première tresse, c'était Tonto. Ça, c'était mis sur la tête de la jeune fille, on peut même dire de la fillette, à partir de l'âge de 7, 8 jusqu'à 10 à 12 ans. Parce qu'avant celle-là, on rasait seulement sa tête et ce qu'on mettait au bouco, c'est-à-dire une forme de rond sur la tête de l'enfant. Ça, c'était aussi valable aux garçons que les filles, suivant le groupement culturel. La deuxième tresse, on appelle Lambending. Et Lambending était un événement culturel. Ça montre que la jeune fille, maintenant, elle a pris le pagne. C'est en termes littéraires,
Ça veut dire qu'elle est rentrée dans la vie de femme. La remarque, c'est que tu avais un ornement généralement en forme de boule jaune, et souvent en argent aussi. La tresse qui a été la plus populaire, qu'on appelle Djarité Méré, c'est porté par le Kharafa. Kharafa, quand tu traduis ça littéralement, ça veut dire la jeune fille qui a la poitrine pleine, Akharo Fata. Ça veut dire, quand tu entends ça dans le milieu Khasonké, ça veut dire qu'elle est prête à être mariée. Et quand tu n'avais pas cette tresse, tu n'étais pas admis dans le Béra, c'est-à-dire la place publique. Et cette tresse, ce n'était pas n'importe quelle fille. Si tu n'as pas passé par le Lambendigna, tu ne pouvais pas porter le Djarité Méré. Mais aujourd'hui, c'est une tresse des événements d'accueil des chefs. Là, c'est compte tenu de l'importance qu'on a accordée à la tresse sans connaître l'importance et la signification véritable de la tresse. Et comme l'histoire nous apprend, le Djarité Méré est une tresse très ancienne. Et d'après l'histoire, c'est venu de Ousoubidan Djarité, qui aimait beaucoup porter cette tresse en tant qu'homme. Parce qu'il faut remarquer que dans le Khasso ancien, les hommes se tressaient comme les femmes. Mais aujourd'hui, quand nous voyons nos enfants se tresser, on se lamente, mais c'est une vieille histoire dans notre culture traditionnelle. Et les tresseuses sont généralement des personnes bien indiquées. Ce travail était alloué seulement aux femmes forgerons, le Moumsoul. C'était elles qui étaient chargées de ça. Cette tresse, c'est spécifiquement dans le milieu Khassonké. Bassi Kanté, tresseuse à Caille Liberté. Je tresse il y a plus de 40 ans. J'ai initié toutes mes filles à la tresse. Malheureusement, les anciennes tresses du Kasson sont en voie de disparition à cause de l'évolution de la vie. Sinon, j'ai appris à mes filles les tresses Kassongé. Mais quand les femmes, les jeunes filles viennent se tresser, elles viennent avec d'autres modèles de tresses. Ces belles tresses qui faisaient la fierté des Kassonké sont délaissées par la communauté Kassonké elle-même, alors que ces tresses symbolisaient toute une culture. Moriba Amassi Diallo, maire de la commune rurale de Sero Djamanou. Dans la vie, il faut chercher à connaître sa culture. Cela te permettra de savoir qui tu es et d'où tu viens. Les tresses Kassonké ne doivent en aucun cas disparaître car ce sont des tresses qui mettent en valeur notre culture. Elhadj Dama Issa Sakou, promoteur culturel de l'espace Toumbimfara à Caille. Le Kassonké, on peut dire que c'est un mélange de peuls, parce que le premier peul venu, c'est Dadje Diallo, Kunda Balo. Kunda Balo, ça veut dire quoi? Et celui qui ne se tressait pas les cheveux. Parce que quand il venait, sa première descendance, c'est autant le Massaborama Soussoro, qui était des Malékés animistes. Et c'était de là qu'il est venu. Or, ce peuple, les hommes se tressaient déjà les cheveux. Donc lui, quand il venait, après avoir fui son Massina par un conflit familial, il a atterri là-bas avec quelques bœufs. Donc voilà, on l'a adopté et c'était la première fois que le Maningo voyait un peu aussi clair qu'un Tibab. Et il était extraordinaire, c'est pourquoi on l'a dit Dadje Kunda Balo. Donc c'est les descendants de ce peul qui sont devenus des peuls Kassonké. Parce qu'ils ont lié alliance, d'un côté ils avaient des parrains Soninko, les Soninké, et de l'autre côté c'était des Maningo, les Malinké, la plupart étaient des Soussoro. Et le Kassonké, le mot ça veut dire le porteur de Kassa, toujours en Soninké. Kassanké-Nyani, Kassanké-Nyani. Voilà le porteur de Kassa. C'est cette déformation qui a donné le mot Kassonké. Au Kasso, il y a plusieurs sortes de tresses qui varient selon les circonstances et les cérémonies. Le Turunano, le Djibatokon, le Magnokon, le Lambenkon et le Djakitéméré. Le Djakitéméré était la tresse la plus prisée. Elle était l'emblème de Caille. On pouvait voir son effigie sur les extraits d'actes de naissance. Caille, Kansoutou Kanouté, Lassana Keita pour l'ORTM.
Sport, la 17e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle se poursuivra cet après-midi avec 3 matchs. En ouverture hier, 11 créateurs a battu Africa Football Elite par 2-1. Sur le continent, les cadets maliens ont validé leur billet pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans au Maroc et ils sont donc dominés, ils ont dominé ce vendredi les Centrafricains par 2-0. En basketball, la conférence du Galahari de basketball donc commence ce samedi. Il s'agit du BAL et voilà, le Stade de Bamako joue à 16h contre River Hoppers du Nigeria. Et puis on est donc à J-1 pour le Grand Prix cycliste ORTM. Donc c'est ce dimanche 6 avril à partir de 7h30. Le développement de l'activité sportive avec Famoul Dourté. Un nouvel événement fera son entrée ce dimanche 6 avril 2025 dans le cyclisme malien. Il s'agit du Grand Prix ORTM. Ce premier rendez-vous réunira 130 coureurs venant des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Les délégations sont déjà sur place. Issoufou Amadou, chef de la délégation du Niger. C'est vrai, on est dans l'espace AES, mais je pense que toute équipe qui va faire le déplacement, c'est pour venir gagner. On est venu avec ce même esprit de vouloir gagner et retourner au moins avec le cercle et honorer aussi le pays. Le Mali, pays hôte, aura une forte participation, 88 coureurs, suivi par le Burkina Faso avec 26 cyclistes issus de 11 clubs différents et le Niger qui amènera 6 coureurs, tous membres de son équipe nationale. Le Grand Prix cycliste ORTM aura lieu sur un circuit fascinant s'étendant sur une distance totale de 130 km de 100. Le coup d'envoi sera donné devant la Bourse du Travail. Les coureurs traverseront plusieurs points clés de la ville de Bamako, tels que l'ex-Babemba, le monument de l'indépendance, l'échangeur de la cité administrative jusqu'au deuxième pont, en passant par l'hôtel Olympe, le FEBAC, le rond-point aéroport, l'ex-base de la MINUSMA, la tour de l'Afrique, la gare routière de Sogoninko en traversant la station et aussi vers la colline de Badalabougou en passant par le deuxième pont, le CICB, l'ENSUP, monument de l'indépendance et la bourse du travail. Ce circuit a été soigneusement choisi pour non seulement mettre en valeur les paysages urbains de Bamako, mais aussi pour tester la vitesse, l'endurance et les compétences techniques de chaque cycliste. Rendez-vous donc ce dimanche devant l'ORTM pour le départ fictif à partir de 7h30 et devant la Bourse du Travail pour le coup d'envoi réel de la compétition. En football aussi, l'AES est en marche. Après les cadets du Burkina Faso, jeudi, les cadets du Mali ont validé aussi leur billet pour les quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans 2025 et le prochain mondial de la catégorie au Qatar. Les jeunes Maliens se sont imposés 2-0 ce vendredi face aux jeunes fauves de la République centrafricaine au compte de la deuxième journée dans le groupe D. C'est Soumaïla Fane qui a ouvert le score pour le Mali à la 21e minute sur une passe décisive d'Inchikoura Raymond Bomba. Les Centrafricains ont été réduits à 10 juste avant la pause. À la reprise, les deux joueurs impliqués sur l'ouverture du score se sont retrouvés à nouveau pour une autre réalisation. Cette fois-ci, c'est Bomba qui est revenu pour faire le break sur une offrande de Soumaïla Fane. Score final 2-0 pour le Mali. C'est le deuxième succès des cadets maliens dans ce tournoi après leur victoire 2-1 contre l'Angola. Le Mali est donc en tête du groupe D avec 6 points, qualifié pour le second tour de la CAN U17 Maroc 2025 et le mondial de la même catégorie prévu aussi en 2025 au Qatar. La Côte d'Ivoire, deuxième du groupe avec 4 points, devra aller chercher sa qualification lors de la troisième journée contre le Mali, alors que l'Angola, avec 1 point, affrontera la République centrafricaine, 0 point. Toujours en football, démarré hier vendredi, la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali se poursuivra ce samedi avec des affiches intéressantes, notamment Binga FC contre AS Bakarian, AS Real face à l'Union sportive de Bougouba et Association sportive de Korofina ASCO, US Bougouni. Demain dimanche, l'AS Police se mesurera au FC Diara, le Djoliba AC affrontera l'US Bougouba et les Étoiles du Mandé défieront le Stade Malien de Bamako. En ouverture ce vendredi, Afri-Football Elite AFE a perdu 2-1 contre 11 créateurs. Balle au panier à présent, Basketball Africa League BAL 2025. La conférence Kalahari débute ce samedi au Maroc. Le Stade Malien de Bamako affronte Rivers Hoopers du Nigeria. L'un de nos consultants, Mohamed Soumaré, membre de la cellule de communication du Stade Malien de Bamako, a été joint hier soir par Fotigi Tunkara dans l'émission Mondial Sport par rapport à ce match. Suivons un extrait de son intervention. D'abord, il y a un léger changement. Au lieu de 15h GMT, c'est plutôt à 16h GMT que se jouera le match. Wakar Kanouté Soul et ses troupes se portent bien. L'infirmerie est vide avec les renforts comme Landing Sané, Roméo, Wilfried et Nan. Pour rappel, il y a 12 joueurs plus 1. Le plus 1 vient de l'académie de la NBA. Le Stade malien est tombé sur Hussein Oussam comme académicien de la NBA. Faire mieux que 2023. Pour rappel, il y a 3 conférences. Maintenant, les 2 premiers de chaque conférence se qualifient directement pour la phase finale, plus les 2 meilleurs troisièmes des 3 conférences. Donc le Stade malien espère se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en Afrique du Sud et à partir de là-bas aussi faire mieux que lors de la saison 3 où ils avaient décroché
la médaille de bronze. Après le match entre le Stade malien et Rivers Hoopers, fils de Rabat du Maroc affrontera le club égyptien d'Al-Ittihad d'Alexandrie. Les rencontres se dérouleront en aller-retour du 5 au 13 avril 2025. Page noire dans cette édition, la légende de la musique africaine, le guitariste virtuose et chanteur malien Amadou Barayogo est décédé hier à l'âge de 70 ans. Membre du duo de choc Amadou et Mariam, il dépose définitivement sa guitare et laisse ses mélomanes dans une consternation profonde. Depuis l'annonce de son décès, les réseaux sociaux sont inondés de réactions. Tous saluent le talent, l'humilité, la gentillesse, la régionalité et l'illustre de l'illustre disparu. Moussa Papaïdra a parcouru les lignes de quelques publications pour nous. Les dimanches à Bamako, place à la tristesse du vendredi noir à Bamako. Par ce poste, l'internaute Bandjougou Diabaté se morfond sur sa page Facebook, lui qui attendait impatiemment le couple se produire le vendredi prochain au festival Ola avant sa tournée internationale. La toile s'émeut de la disparition du chanteur Amadou Barayogo, célèbre guitariste qui formait un duo de choc aux côtés de son épouse Mariam Doumbia. Les internautes réagissent avec émotion. D'abord, les collègues de scène. C'est le cœur brisé que l'artiste chanteuse Oumou Sangaré loue les qualités d'un homme talentueux par ses mots. Mon cher Amadou, tu as été un pilier de notre musique malienne, un ambassadeur dont le talent a brillé dans le monde entier. Ta guitare et ta voix ont touché tant d'âmes, porté tant de messages de paix et d'espoir, a-t-elle ajouté. Pour Babani Koné, qui présente ses condoléances à la famille, c'est l'une des étoiles de la musique qui s'est éteinte. La chanteuse Safi Diabaté sent déjà le vide immense qu'Amadou va laisser sur la scène musicale. Peut-on lire sur sa page Facebook « Il était une grande icône de la musique malienne, un symbole d'amour, de culture et d'engagement », conclut-elle. Tous restent unanimes, le Mali et la musique mondiale perdent une voix engagée, chaleureuse et universelle. Avant de faire partie du mythique duo avec sa femme, Amadou a joué au sein de l'ambassadeur du Motel, aux côtés notamment de Cheikh Tidiane Seck, l'un de ses amis d'enfance. Ce dernier se rappelle d'un homme curieux de tout, qui écoutait toute la musique. Il n'y a pas de mots pour le décrire en réalité, disait Cheikh Tidiane Seck. Amadou Barayogo était un artiste ouvert au monde. Le son de sa guitare résonne au même rythme que l'annonce de son décès sur le continent. Repose en paix maestro, a réagi l'artiste congolais Fally Ipupa. Non loin de là, je n'oublierai jamais son amitié, a commenté de son côté la star sénégalaise Youssou N'Dour à propos de celui qui formait avec la chanteuse Mariam Doumbia le duo internationalement connu. Le rappeur Mokobé décrit un artiste exceptionnel et une âme brillante du groupe Amadou et Mariam. Pour lui, sa voix unique et son charisme resteront gravés dans nos mémoires. La disparition d'Amadou Barayogo est aussi dramatique pour les organes de presse. Si le succès du duo a atteint le monde, c'est aussi grâce à ces hommes de médias. Des médias en deuil comme l'ERTM, l'Essor, Sahélien.com et plusieurs chaînes étrangères qui se sont inclinées sur la mémoire de l'illustre disparu. Très ému, Maury Touré, animateur culturel, s'exprime en ces termes. La perte d'Amadou est une symphonie inachevée. Amadou est parti trop tôt. Sur le méta, la religiosité d'Amadou est aussi mise en relief par l'internaute Mariam Koné. Il maîtrisait tant les cordes de la guitare que celles des chapelets. Des milliers de Salatul Fatihi ont aussi marqué sa vie de star. De toutes ces avalanches de réactions, une forte pensée va à l'endroit de la veuve Mariam Doumbia qui se voit désormais imposer une carrière solo au goût amer. Leur dernière apparition marquante, le duo avait ému lors de la clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 en reprenant le titre « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg comme une prédilection. Il figurait également sur le prochain album L'amour Mali de Mathieu Chendid et Fatoumata Diawara, prévu pour le 25 avril. Ce projet prendra désormais une dimension. Aux Ampères, ce journal s'agit par qu'il est 13h passé de 33 minutes à Nozambourg dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par les Actionaux avec la complicité technique de Alimata Ouattara, mise en ligne Sékou Traoré et réalisation de Draman Sanogo. Merci à Ousmane Daou pour la suite de cette édition et derrière toutes nos excuses pour les désagréments au cours de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal international avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite
de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.